L'adolescence, c'est la période des premières fois, des expériences, c'est aussi le moment où votre ado s'interroge sur son orientation sexuelle. Et vous êtes peut-être mal à l'aise d'avoir la fameuse discussion. Alors j'espère que cet épisode pourra vous aider. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'interview de Tessie van der Heij, qui est éducatrice en santé sexuelle. On parle d'orientation sexuelle et d'identité de genre. J'espère que cet épisode pourra vous aider. Bonjour Tess! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Bien sûr, je m'appelle Tess van der Haag. Alors, je suis originaire de Belgique, mais j'habite à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Je suis éducatrice certifiée en santé sexuelle et je travaille en tant qu'éducatrice en santé sexuelle dans les écoles principalement, de la maternelle, donc la CP, jusqu'à la 12e année, donc la dernière année du lycée, je dirais, Ouais. pour parler de la santé sexuelle, de comment fonctionne le corps, de comment est-ce que le corps change à travers l'âge. Génial. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton métier d'éducatrice en santé sexuelle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais exactement dans ces écoles? Principalement, c'est délivrer des ateliers. Donc, en tout cas, ici en Colombie-Britannique, ça fait partie du curriculum de santé, en fait, de savoir comment fonctionne son corps et sa santé sexuelle et reproductive depuis le début, donc depuis la CP. Alors, c'est sûr qu'en CP, quand on est avec les petits, on va pas parler exactement de la sexualité, mais on parle de notre santé sexuelle. Pourquoi? Parce qu'on a tous et toutes des organes génitaux. On doit comprendre quel est le bon moment pour les utiliser, comment est-ce qu'on protège son corps, le consentement, toutes ces choses-là qui vont évoluer au fur et à mesure de la vie. Quand ils sont un peu plus âgés, on va parler de la transition vers la puberté, comment est-ce que le corps va changer, parce que ça, c'est beaucoup de changements, puis beaucoup de choses qui se passent. Puis au niveau des sentiments, des émotions, il y a énormément de choses qui se construisent et qui se passent à cet âge-là. Pendant l'adolescence, après, plus de questions en particulier sur la santé sexuelle. Comment est-ce qu'on prend soin de sa santé sexuelle quand on commence à impliquer d'autres personnes au sein de notre sexualité? Hem Et puis, bien sûr, au-delà de ça, j'accompagne aussi les familles, les parents. On travaille avec Ça m'intéresse beaucoup de travailler avec les adolescents, avec les enfants, au niveau de la discussion sur la santé sexuelle. Mais c'est aussi important pour moi d'outiller les parents, d'outiller les familles pour continuer ces conversations à la maison, parce que ça peut pas juste se limiter à 1 heure ou 2 heures par an où on parle Mmh. de santé sexuelle ou de sexualité à l'école. Et puis, j'essaie d'accompagner le plus possible aussi les éducateurs, les éducatrices, les enseignants et enseignantes avec lesquels je travaille. Génial. Ben, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Alors aujourd'hui, on va parler orientation sexuelle et identité de genre. Pourrais-tu nous expliquer la différence entre les deux, s'il te plaît? C'est une très bonne question, puis je pense que c'est une question qui revient souvent, hein, et on se trompe souvent entre les 2. Donc l'orientation sexuelle, c'est simple, c'est les personnes vers lesquelles on est attiré. Alors l'orientation sexuelle, ça peut être une orientation sexuelle, mais aussi romantique, c'est-à-dire par qui est-ce que j'ai des attirances, soit sexuelles, soit romantiques, soit les 2. Alors je peux être attirée sexuellement par des hommes, puis romantiquement par des femmes ou par d'autres personnes. Hem, donc c'est par qui on a un désir externe à notre propre personne. Et l'identité de genre, ça, c'est vraiment personnel sur soi-même, c'est comment est-ce qu'on se sent. Donc, on a peut-être été assigné un sexe à la naissance, c'est-à-dire que quand un bébé naît, il est né avec des parties génitales et en fonction de ces parties génitales, on va lui attribuer un sexe, c'est-à-dire c'est une fille ou c'est un garçon. Mais en grandissant, chaque personne sait comment est-ce que elle ou il ou elle se sent, hein. C'est-à-dire que, moi, depuis longtemps, je me sens femme, puis Mmh. c'est comme ça que je m'identifie. Je sais que je suis une femme et donc ça va être ça l'identité de genre, c'est comment est-ce qu'on explique son genre, comment est-ce qu'on ressent son genre. D'accord, super. Alors justement, afin de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des ados, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu quelques questions que tu reçois des jeunes justement que tu rencontres lors de tes interventions dans les établissements? Je sais que du coup, il y a un moment donné, tu leur fais passer comme un peu un chapeau où ils peuvent mettre justement peut-être toutes les questions qui leur passent par la tête et c'est le moment des questions anonymes et où justement ça va être des questions un peu plus intimes où tu vas pouvoir donner des réponses pendant tes interventions.
C'est sûr que pour ceux, celles qui me connaissent, l'une des choses que je préfère faire, c'est certainement la réponse aux questions anonymes. Donc, j'essaie toujours de pouvoir collecter, comme tu dis, des questions anonymes à la fin d'un atelier, parce que je pense que c'est vraiment là qu'on reçoit les questionnements que les élèves, que les enfants, que les ados se posent. Et les questions sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle, on en voit depuis le début. En fait, c'est juste que ça va ressembler à quelque chose de différent. Alors, les questions qu'on va avoir avec les plus petits, ça va être, ben, est-ce que 2 hommes peuvent avoir un bébé? Est-ce que les garçons peuvent avoir, leurs règles? Pourquoi est-ce que les filles ont pas de pénis? Donc de poser ces questions-là, de comprendre la différence entre le sexe assigné à la naissance, puis l'identité de genre, puis les sentiments qu'on peut développer. Et quand je travaille avec les adolescents, à partir du collège ou du lycée. Là, il y a plus de questions, un peu plus sur, déjà, je pense comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on sent, par qui est-ce qu'on est attiré, que c'est quoi notre identité de genre, puis c'est quoi notre orientation sexuelle. Donc, essayer de comprendre ça. Mmh. Je pense que c'est beaucoup de questions. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des ados qui viennent à la fin d'une session puis qui me posent des questions comme comment est-ce qu'on sait, genre, par qui est-ce qu'on est attiré, c'est quoi notre identité de genre, à quel moment est-ce qu'on sait. Puis pour moi, c'est une des questions les plus difficiles parce que c'est une question difficile pour tout le monde, en fait. C'est Mmh. quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui change. C'est pas, tout d'un coup, tu as 12 ans, puis tu as un sentiment très fort. Certaines personnes, c'est le cas, mais c'est rare qu'on ait un sentiment très fort, qu'on sait exactement qui on est à 12 ans, puis ça inclut l'orientation sexuelle, ça inclut notre identité de genre. On sait que l'orientation sexuelle, l'identité de genre, c'est quelque chose qui est fluide, qui change, qui évolue. On se pose des questions, on se remet en question, on questionne ça. Et puis, c'est des questionnements qui sont difficiles à l'adolescence parce que ça fait beaucoup de choses à savoir pour se déterminer. Et puis, une autre question qui est très commune, ça va être la mécanique du sexe. Donc, il va y avoir beaucoup de questions sur ben, comment est-ce que ça fonctionne du sexe entre deux femmes, entre deux hommes, à trois personnes. Comment est-ce que ça fonctionne? À quoi est-ce que ça ressemble? Euh, je pense qu'une des raisons pour laquelle ils se posent la question, c'est parce que autour de nous, on a beaucoup de représentations du sexe hétérosexuel. Donc, en tout cas, du sexe entre une personne avec un pénis et une personne avec un vagin. Donc ça, on le voit beaucoup. On est conscient de voilà qu'il y a cette idée de Mmh. préliminaire, de pénétration et d'orgasme un peu, hein, euh, en tout cas dans la représentation qu'on en a, mais qu'il n'y a pas vraiment de représentation, de compréhension autour de la mécanique du sexe entre deux personnes qui ont un genre similaire ou des parties génitales qui sont similaires. Mmh. Et donc, c'est d'avoir cette conversation-là, de dire, mais en fait, pour chaque personne, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit son identité de genre, il y a 3 types de sexe. C'est ça que je vais toujours expliquer. C'est qu'il y a le sexe entre les mains et les parties génitales d'une personne. Il y a le sexe oral, donc entre la bouche d'une personne et les parties génitales d'une autre personne. Et le sexe entre les parties génitales de 2 personnes ou plus. Mmh. Et quelle que soit notre orientation sexuelle, tous ces types de sexe sont accessibles. OK? Il n'y a pas de script. En fait, il faut s'éloigner du script déjà hétérosexuel, mais aussi de dire, ben, on n'a pas besoin d'un script pour aborder la sexualité. La meilleure chose, c'est d'essayer de s'éloigner le plus possible de ce script et d'écouter quels sont nos désirs, quelles sont les choses qui nous donnent du plaisir en tant en tant que personne. Super, ouais, donc la plupart du temps, en fait, ils essayent vraiment de mieux comprendre comment le sexe se passe et du coup, tes explications leur permettent un peu mieux de comprendre et de se projeter. Et du coup, si par exemple, bah, ils t'ont malheureusement pas rencontré et du coup, ils n'ont pas cette information, la plupart du temps, on sait qu'ils vont aller la chercher, du coup sur internet et souvent, du coup, en regardant, de la pornographie. Est-ce que tu leur en parles, du coup, un petit peu durant tes interventions? Complètement, en fait, ce qu'on appelle la littératie, ben, la littératie aux médias puis la littératie à la pornographie, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel quand on parle d'éducation à la santé sexuelle ou à la sexualité, parce qu'on sait que c'est pas de savoir est-ce qu'un adolescent ou ben, un enfant va tomber sur de la pornographie un jour dans sa vie, c'est savoir à quel moment. Parce que tous les adolescents, tous les enfants vont trouver un moment sur la pornographie, que ce soit parce qu'ils l'ont cherché, parce que quelqu'un leur a envoyé un lien ou parce que c'est simplement quelque chose qui est un pop-up Mmh. sur Internet. Donc, c'est d'avoir ces conversations-là, de dire ben, les choses qu'on va voir dans la pornographie, d'essayer de comprendre ce qu'on voit à l'écran. Parce que c'est le cas déjà pour les médias en général, ça fait partie, je pense aussi du curriculum de l'école de pouvoir, décrypter les informations qu'on voit, heu, dans les news, qu'on voit à la télévision, qu'on voit dans les films et la pornographie, c'est juste un autre type de divertissement qu'on peut voir à l'écran. Mmh. C'est un divertissement qui est fait pour les adultes,
qui ont la maturité de pouvoir comprendre ce qui est vu à l'écran. Et encore, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui font pas trop la différence entre la Ouais. pornographie et la vraie sexualité, je vais dire. Mais c'est de pouvoir qu'ils puissent comprendre cette différence, qu'ils comprennent que ce qu'on voit à l'écran, de nouveau, c'est comme c'est du divertissement, ça veut dire que c'est des acteurs, c'est des actrices, ça veut dire qu'il y a une mise en scène, ça veut dire qu'il y a de l'éclairage, ça veut dire qu'il y a une caméra dans la pièce. Il y a des choses qui ont été mises, sur lesquelles on s'est mis d'accord avant, il y a des choses qui se passent pendant, il y a des choses qui se passent après. Il y a des conversations sur le consentement, il y a peut-être des tests de dépistage, plein de choses qu'on ne voit pas forcément à l'écran. La chose qu'on voit à l'écran souvent dans la pornographie, c'est principalement du sexe entre une personne avec un pénis et une personne avec un vagin. C'est du sexe majoritairement qui est extrêmement violent, hein, qui représente beaucoup de violence, généralement beaucoup de violence à l'égard des femmes, qui représente une idée de la sexualité qui est vraiment étroite, qui est vraiment spécifique, et puis qui représente des corps et des parties génitales qui ne sont pas représentatives de la moyenne des parties génitales ou des corps des personnes autour de nous. Donc, ça donne beaucoup de mauvaises idées sur à quoi peut ressembler le sexe. Et donc, de nouveau, c'est de rappeler, de se dire, quand j'explique aux jeunes, ben, la pornographie, c'est pas vraiment une représentation d'à quoi peut ressembler une sexualité épanouie, pleine de plaisir et pleine d'échanges. Ben, leur question, de nouveau, c'est du coup, ça ressemble à quoi? Et quand je leur dis, ben, on va essayer de s'éloigner de ce script-là, de nouveau, comme j'ai expliqué tout à l'heure, des différents types de sexe, puis qu'on peut explorer ce qui fonctionne le mieux pour notre corps, ça fait peur, Mmh. presque. C'est-à-dire, mais du coup, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et cette idée aussi qu'il faut toujours être préparé. Je pense que c'est encore plus de pression pour peut-être pour les garçons en majorité, puis de plus en plus pour les filles, c'est qu'il faut avoir cette expérience sexuelle. Presque, c'est poser une question, c'est d'être nul, c'est d'être cette idée du, hein, qu'on entend beaucoup l'idée du puceau, puis qui sait pas quoi faire. Ouais. Mais non, c'est de poser des questions, puis ça, c'est valable pour tous les types de sexe, pour tous les types de partenaires qu'on va avoir, quelle que soit notre orientation sexuelle. Mmh. Ouais, du coup, ton rôle, c'est vraiment de déconstruire un petit peu ce qu'ils auraient pu déjà voir et de les faire réfléchir sur qu'est-ce que c'est vraiment et surtout, ouais, de prendre du recul par rapport à ces images et plutôt, d'essayer de faire un truc qui leur correspond et de suivre un petit peu, leurs émotions et les rencontres aussi qu'ils peuvent faire et de revenir peut-être plus à quelque chose d'humain, que d'essayer de se focaliser sur un script à suivre, quoi. Par contre, du coup, c'est effectivement aussi une inquiétude, la pornographie chez les parents. Est-ce que, voilà, si un parent surprend, ou est au courant que son ado consomme de la pornographie, comment il peut réagir? Est-ce que tu as des petites astuces un petit peu pour les aider? Complètement. Je pense que si c'est possible, c'est déjà d'avoir ces conversations avant que ça puisse commencer à se passer. C'est-à-dire que si on a des enfants qui sont un peu plus jeunes, d'expliquer que oui, il y a peut-être un risque qu'un jour, tu es sur l'ordinateur, tu es sur un jeu vidéo, tu es en train d'utiliser ton téléphone, une tablette, et tu risques de voir un contenu qui va peut-être te mettre mal à l'aise, puis qui va te faire te sentir bizarre. Et ce contenu, ça peut être, par exemple, de voir des personnes qui sont nues ou qui font des actes sexuels à l'écran. Et puis, si jamais ça arrive, ou des personnes qui en parlent, si jamais ça se passe, que tu viennes me voir. Et tu seras pas grondé, il y aura pas de problème. Je pense que ça, c'est un point extrêmement important parce que ça va arriver qu'un enfant voit quelque chose sur Internet, euh, tombe sur un site, entende certaines choses et puis le disent pas à ses familles, à ses parents, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre ce privilège d'internet. C'est-à-dire, si c'est ça que tu trouves sur internet, alors je reprends ta tablette, je reprends ton téléphone, je reprends l'ordinateur, je reprends le jeu vidéo. Donc cette idée d'avoir peur de perdre le privilège, c'est là une des raisons principales pour lesquelles les enfants vont pas aller parler à leurs parents de ce qu'ils ont trouvé sur ce qu'ils ont vu sur internet. Euh, je pense qu'on le voit aussi, il y a des sites internet justement sur lesquels on peut rencontrer d'autres personnes via chat Mmh. de vidéos et qu'il y a beaucoup de pervers, il y a beaucoup de personnes adultes qui sont présentes puis qui savent qu'il y a des enfants qui sont sur ces plateformes et qui se masturbent, qui montrent leurs parties génitales, etc. Donc, c'est important que l'enfant puisse comprendre que ça, c'est pas quelque chose qu'on est censé voir. Puis, parle-en à ton parent et puis, il y aura pas de problème. C'est pas grave. On va juste en parler ensemble. Donc, ça, c'est une des premières conversations à avoir, je pense. Ensuite, si effectivement on est au courant que peut-être que l'enfant a consommé de la pornographie, recherche de la pornographie, on surprend l'enfant à regarder de la pornographie. De nouveau, c'est pas d'aller dans la confrontation, de dire mais pourquoi est-ce que tu regardes ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas de ton âge. Et de s'énerver. Mmh. Parce que généralement, un ado qui va aller chercher de la pornographie, c'est qu'il a des questions ou que
c'est peut-être de la pression des amis, des personnes autour d'eux qui en parlent beaucoup. Parce qu'on Mmh. sait que les enfants en parlent énormément aussi dans les classes, dans la cour de récré. Donc d'avoir une conversation, de dire: «Hey, tu es en train de regarder ces images, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu as commencé à regarder ça? Qu'est-ce que tu trouves intéressant? Est-ce qu'il y a pas des choses qui te choquent en regardant ça? Est-ce que tu penses que c'est une représentation de la sexualité vraiment?» D'avoir une conversation ouverte et que si ça, c'est pas possible aussi de demander l'opinion générale, Mmh. parfois pour ouvrir ces conversations. Si on n'est pas sûr que l'enfant regarde la pornographie, un des conseils que j'ai pour amener des conversations sur la sexualité avec les ados, c'est d'y aller de façon un petit peu détournée et de les positionner comme experts. Ça peut être par exemple: «Et tiens, je lisais un article, je voyais une émission à la télé qui disait que, les ados voyaient leur premier contenu pornographique à, 12 ans», disons. Ça me paraît fou. Genre, est-ce que tu penses que c'est vrai? Ou des opinions sur le sexting, sur l'envoi des nudes Mmh. ou autre. D'essayer de demander leur opinion, de dire: «Qu'est-ce que toi tu penses en tant qu'expert de cette tranche d'âge qui se passe à ce moment-là, entre les jeunes?» Donc d'ouvrir les conversations de cette façon-là. Hem, je pense que d'offrir des ressources aussi, hein, parce qu'il y a plein de belles ressources qui existent, que ce soit des livres, que ce soit des sites internet qui parlent de la sexualité, de la découverte de la sexualité, mais qui sont pas de la pornographie. Ça aussi, d'orienter vers des sources d'informations qui est pas forcément toujours le parent, parce que je sais que c'est à l'adolescence, c'est des conversations qui sont plus difficiles, puis c'est plus difficile que l'adolescent ou l'adolescente s'ouvre, mais d'ouvrir ces ressources à l'enfant, à l'ado et que ce soit disponible. Mmh. Super. Bah, oui, parce que, bah, je sais, du coup, j'ai écouté, l'épisode, avec, Papatriarcat, donc concerne quand même des enfants, plus jeunes. Mais il Mmh. a parlé effectivement, je crois que ça s'appelle le dictionnaire des parties génitales ou, c'est en fait c'est un petit Un petit livre qui est illustré? adapté, c'est ça, qui est adapté en fonction, de l'âge déjà de l'enfant et du coup effectivement, donc là, lui, il a une petite fille qui est jeune mais effectivement, je crois que ça va assez loin quand même, même pour des pré-ados. Donc, on peut vraiment Mmh. trouver des ressources, qui sont adaptées. Et sinon, je sais que pour les ados, il y avait, Sexpérience de Isabelle et Margot, Chiliosa, qui est très bien fait, où effectivement il y a plein de schémas, ça explique plein de choses. Il y a un petit chapitre justement sur la pornographie. Mmh. Mais effectivement, je pense qu'il y a plein d'autres ouvrages qui peuvent être intéressants, en tout cas, à leur offrir ou à mettre un petit peu dans la bibliothèque, pour leur dire que c'est disponible et qu'ils peuvent le trouver, en tout cas s'ils ont besoin ou s'ils veulent aller chercher de Ouais. l'information. Et tu amènes un point important, je veux juste rebondir là-dessus rapidement parce qu'il y a une autre chose qu'on voit beaucoup dans la pornographie, pour refaire un peu cette parenthèse, c'est on voit pas beaucoup de diversité des parties génitales. Ça, c'est un point tellement important dans la façon dont on se sent dans son propre corps, de savoir il y a pas un seul type de pénis, il y a pas un seul type de vulve. Il y a des choses qui vont au-delà du vulve et du pénis. Il y a des personnes intersexes aussi, pour en Mmh. parler un peu plus. De comprendre qu'il y a une diversité dans les parties génitales autant que les personnes ont des oreilles différentes, des nez différents, que voilà, qu'on puisse avoir accès à ces images. Il y a des sites qui sont extrêmement bien faits. On voit différents types de vulves, différents types de verges, puis qui sont pas des sites pour nous. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est sûr, c'est important de donner la bonne information et qu'il soit adapté aussi Mmh. à l'âge de l'enfant, ça c'est sûr, c'est hyper important. Alors on va revenir un petit peu sur notre sujet principal. Oui. Dans les discussions du coup avec les parents, on peut entendre parler de non-binaire, de transgenre ou ne pas comprendre forcément toute la signification de toutes les lettres de LGBTQ+. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur cette définition de tous ces termes? Et dans un deuxième temps, nous expliquer comment, en tant que parent, tu peux aborder, du coup, ce sujet avec ton ado? Parce que je sais qu'autour de moi, donc j'ai plusieurs, parents d'ados et c'est des termes que j'entends, régulièrement, Mmh. et qui sont abordés dans leurs discussions et c'est vrai que, bah, faut être un petit peu au fait de tout ça parce que, au moins si ton ado, revient, de l'école, en parlant de peut-être non-binarité d'un camarade et bah, c'est de savoir un petit peu peut-être de quoi il s'agit. Oui, je pense que c'est une question qui revient beaucoup, de comprendre un petit peu, de connaître tous ces mots-là et ça peut être un petit peu effrayant, parfois, en tant que parent, de se dire: «Beh, il y a tous ces mots de vocabulaire, puis j'ai l'impression que le vocabulaire change tout le temps, puis j'ai pas le temps de comprendre qu'il y a une chose qui se passe, qu'il y a déjà autre chose qui se passe» et puis, je peux comprendre ça. Du vocabulaire, il évolue constamment, puis je pense que c'est pas seulement en ce qui concerne heu, les orientations sexuelles, l'identité de genre, le vocabulaire évolue beaucoup
Et puis, si on se sent un petit peu perdu, c'est de positionner l'enfant, l'ado comme expert du sujet, hein. Si l'enfant en parle, de dire: «C'est quoi? Tu as l'air de mieux connaître ça. C'est vrai qu'à mon âge», soyons honnêtes, hein, voilà, à mon âge, quand moi j'ai grandi, c'est pas quelque chose dont on parlait, ou alors on parlait d'homosexualité, d'hétérosexualité, puis ça s'arrêtait un petit peu là. On utilisait peut-être des mots qui sont maintenant vraiment désuets, hein. On peut Mmh. parfois utiliser un mot puis se rendre compte que c'est un mot qui est plus du tout utilisé aujourd'hui. Donc de comprendre aussi ça et dire: «Tu sais quoi? Explique-moi un peu mieux, j'essaie de comprendre. Est-ce que toi, en tant qu'ado, en tant qu'un petit peu plus experte ou expert du sujet, est-ce que tu as des choses que tu peux me recommander, que je peux lire, des émissions que je peux regarder sur le sujet?» Donc déjà, ouvrez-vous là-dessus de dire: «Tu es l'expert ou l'experte de ce sujet-là, apprends-moi en plus». Après, pour expliquer un petit peu les termes qu'on va entendre le plus souvent, alors c'est sûr qu'on entend l'acronyme, LGBTQ, LGBTQ pardon, I, je pense, Mmh. en France ou en France, en l'Europe francophone en tout cas. Donc, là, l'acronyme pour le L, ce sera lesbienne, le G, gay, B pour bisexuel, T pour, une personne qui est trans. Donc une personne qui est trans, c'est une personne qui a été attribuée, par exemple, le sexe, masculin à la naissance, et en grandissant, c'est très bien que le sexe qu'on lui a dit que c'était un garçon, qu'il se sent pas du tout garçon, qui s'identifie pas du tout au sexe qui était assigné à la naissance, ou qu'elle s'identifie pas du tout au sexe qui était assigné à la naissance. Et I, qui est intersexe. Alors, intersexe, c'est peut-être un mot qu'on a entendu, qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Intersexe, ça englobe pas mal de choses. Une des choses que ça englobe, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont nées avec des parties génitales qui ne sont pas forcément quelque chose qui ressemble complètement à un pénis, ou qui ressemble complètement à une vulve. Donc, ça va être des parties génitales qui se trouvent un petit peu entre une partie génitale comme une verge, un pénis, et une vulve. Pourquoi est-ce que ça se passe? C'est parce que pendant les premières semaines de gestation d'un embryon, d'un fœtus, tous les embryons sont femelles pendant les 6-7 premières semaines. C'est-à-dire que c'est tous des embryons qui est quelque chose qui vont ressembler plus ou moins à un clitoris. Et si l'embryon a reçu l'information de devenir mâle, ou en tout cas d'avoir des parties génitales, entre parenthèses, qu'on appelle mâles, le le clitoris va s'allonger puis devenir un pénis, hein. Mmh. Donc en fait, c'est juste des parties génitales, c'est les mêmes, elles sont assemblées différemment. Puis parfois dans cette transition, ça s'arrête un petit peu à mi-chemin. Ça fait des parties un peu plus ambiguës entre un pénis et un clitoris, une vulve. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler des parties externes intersexes. Certaines personnes qui sont intersexes aussi peuvent avoir des parties génitales qui ressemblent complètement à un pénis ou complètement à une vulve, mais qui vont avoir des organes reproducteurs différents à l'intérieur du corps. Donc ça, on se rend compte beaucoup plus tard. Ça peut être une personne avec un pénis qui est aussi un utérus, ou une personne avec une vulve qui n'a pas d'utérus, par exemple. D'accord. Et ça va aussi englober les personnes qui, à partir de la puberté, vont avoir des hormones qui ne seront pas forcément directement en lien avec leur partie génitale. C'est-à-dire que généralement, une personne avec des testicules va passer avec plus de testostérone et moins d'œstrogène. Une personne avec des ovaires va avoir plus d'œstrogène, moins de testostérone. Ça peut être une personne avec des testicules qui va avoir beaucoup plus d'œstrogène que la majorité des personnes avec des testicules. Donc là aussi, des changements qui vont être un petit peu différents, des personnes qui sont nées avec un pénis, des personnes qui sont nées avec une vulve. Donc ça, c'est la définition intersexe. De nouveau, ça englobe pas D'accord. mal de choses. Et je pense que dans les chiffres, on dit que les personnes intersexes, ça représente autant de personnes que des personnes avec les cheveux roux, hein, OK. pour se donner un petit peu une idée en pourcentage. Alors, et puis il y a le Q qui est le queer. Alors, queer, c'est un mot qui vient de l'anglais. Queer, en fait, en anglais, si on traduit directement, ça veut dire bizarre. C'était un mot qui était utilisé à la base comme une insulte pour parler des personnes qui ne rentraient pas dans la boîte, hein. C'est-à-dire que Mmh. ce soit la boîte de l'identité de genre ou la boîte de l'orientation sexuelle. Donc, c'était pas une fille qui était attirée par les garçons, et c'était pas un garçon qui était attiré par les filles. Ça tombait en dehors de l'idée de cette boîte qui était très rigide. Et donc, on les appelait ces personnes queer. Et comme c'était aux États-Unis, en Amérique du Nord, ce terme, en fait, au lieu d'être utilisé seulement comme une insulte, a été réapproprié par la population qui était insultée par ce terme, et a décidé de réapproprier ce terme en disant: «Ben, tu sais quoi? Tu m'appelles queer, eh ben, moi, j'en suis fière d'être queer, en fait. Je suis fière de pas faire partie de la boîte. Ça m'est égal que tu utilises ça comme une insulte. Je vais reprendre cette insulte puis je me la réapproprie». Maintenant, on utilise le mot queer pour
c'est un petit peu un terme parapluie, en fait, qui va englober pas mal de choses. Ça reste une identification qui est personnelle. Certaines personnes vont s'identifier comme queer, certaines personnes pas. Mais des personnes queer, ça peut être des personnes qui s'identifient, qui peuvent s'identifier forcément en fonction d'une différente orientation sexuelle. Ça englobe aussi certaines personnes en fonction de leur identité de genre aussi. On va dire une identité de genre qui est plutôt queer. Donc ça, c'est quelque chose de personnel à chaque personne. Si on a un enfant qui dit, ben moi, je suis queer, demandez à l'enfant, ben, qu'est-ce que ça veut dire pour toi queer? Qu'est-ce que ça représente dans ton identité Mmh. ou dans ton orientation? D'accord. Tu m'as parlé du terme non-binaire, c'est le dernier dont je veux parler aussi parce que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Puis Ouais. qu'est-ce que ça veut dire non-binaire? La binarité, hein, c'est l'idée qu'il y a l'opposition entre le masculin et le féminin, donc on aurait que ces 2 identités de genre. On sait de nouveau que les identités de genre, il y en a beaucoup plus que juste 2. Mmh. Il y a une multitude d'orientations de genre. En fait, c'est un spectre. Si on met masculin d'un côté et féminin de l'autre, imaginons que le masculin, c'est du noir et que le féminin, c'est blanc, ben, on a toute une nuance de gris Mmh. d'identité de genre. Et non seulement on a toute une nuance de gris, en fait, on a plein de couleurs différentes aussi. Il y a des Mmh. personnes qui sont sur le spectre du gris, mais il y a plein de personnes qui vont être orange, rouge, bleu, qui sont pas du tout sur ce spectre-là. Et donc, l'idée de non-binarité, c'est de refuser d'être juste dans une catégorie qui est je me sens 100% masculin, je me sens 100% féminin. D'accord. Donc c'est en fait finalement, d'être au milieu des 2 en se disant: «Bah, en fait, tu peux» en fait, c'est un petit peu aussi avoir de la liberté par rapport à comment tu te sens finalement. Complètement. Et de nouveau, ça peut être au milieu des 2, mais ça peut être complètement en dehors de ça. Donc, ça peut être personnellement un mix d'identité masculine et féminine ou un rejet complet de l'identité masculine et féminine et puis être en dehors de ces sentiments-là d'identité. Ouais, OK, super. Bah, merci beaucoup. En tout cas, la réponse était très complète. Alors justement, face à tout ça, comment, peut réagir un parent, qui a son ado qui lui fait une révélation, sur son orientation sexuelle ou sur son identité de genre, quelle que soit en fait, l'une ou l'autre, quelle que soit la révélation? Comment le parent peut réagir sachant que, comme tu nous l'as dit effectivement, juste avant, c'était pas les mêmes générations, donc pas forcément, les mêmes, informations, la même culture un petit peu là-dedans et la même éducation, autour de ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment une fracture aussi qui se passe, entre les 2 générations. Mais comment le parent fait face à ça? C'est une très bonne question et c'est certain que oui, de nouveau, en fonction de la génération dans laquelle on a grandi, on peut avoir une approche différente. Mais je pense que la première chose à faire quand ça se passe, même si c'est quelque chose qui nous surprend, et puis c'est la même approche que j'ai quand un enfant pose des questions qui nous surprennent sur la sexualité en général. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent nous surprendre, on s'y attend pas. C'est d'essayer d'accueillir ça avec le moins de jugement puis la plus grande ouverture d'esprit possible. Mmh. Et de poser des questions, en fait. La même chose qu'un petit peu ce que j'ai expliqué avant, c'est de positionner l'enfant comme experte ou expert de la situation et de dire: «OK, tu m'expliques ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour toi? Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu plus? Est-ce que tu veux qu'on en parle plus tard? Est-ce que tu es là, tu as ouvert la conversation, est-ce qu'on peut avoir cette conversation-là maintenant? Est-ce qu'il y a des émissions, des livres, des choses que tu me recommandes pour mieux comprendre?» Parce que de nouveau, c'est pas forcément quelque chose que moi je connais, sur lequel j'ai été éduquée, donc de positionner l'enfant comme l'expert et de poser des questions. On va éviter d'essayer de devancer, si c'est une révélation, de devancer cette révélation-là, de dire: «Tiens, est-ce que tu serais pas, gay? Est-ce que tu serais pas trans?» Laissez l'enfant venir, vers vous, puis, et puis expliquer comment est-ce qu'elle se sent. D'accord, super. Si par contre, la nouvelle est un peu dure à encaisser pour le parent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, il y a peut-être des conseils que tu peux leur donner? Alors, voilà, même si tu essaies d'avoir le plus d'ouverture d'esprit possible, mais le fait que ça soit ton enfant, il y a peut-être un truc qui joue aussi qui est un peu plus, compliqué à dépasser. Est-ce que tu as une astuce pour eux? Comment ils peuvent se sortir un petit peu de ça? Mmh. Oui, je comprends que ça peut être difficile. Après, je crois que, si c'est vraiment quelque chose qu'on trouve qui est difficile à assimiler ou à comprendre, c'est essayer de prendre du recul et réfléchir à sa propre réaction. Essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ça me fait réagir comme ça, que j'ai ce sentiment-là.
Qu'est-ce qui est difficile pour nous dans cette situation? Parce qu'on a beaucoup d'amour, puis on veut soutenir notre enfant. Je suis certaine que tous les parents veulent le mieux pour son enfant, puis que si on a une réaction vraiment difficile avec ça, c'est de questionner sa propre réaction d'abord. Et puis de continuer les conversations avec l'enfant ou alors au moins de trouver des personnes qui vont pouvoir soutenir notre enfant, notre adolescent dans cette transition, dans ce moment-là, dans cette révélation-là. Je pense que c'est aussi de pouvoir continuer, une fois qu'on se sent un peu plus à l'aise avec le sujet, heu, c'est important de ne pas révéler, la révélation de son enfant sans son accord. Mmh. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, même si on est surpris que l'enfant nous dit: «Ben, écoute, je suis non binaire, je pense que je suis gay, que je suis lesbienne» ou autre, de pas aller justement après aller en parler aux autres personnes de la famille sans l'accord de l'enfant. Donc, discuter avec l'enfant de comment est-ce que vous voulez qu'on aborde le sujet. Est-ce qu'on va en parler au reste de la famille? Est-ce qu'on en parle aux amis de la famille? Voilà, comment est-ce qu'on en parle avec les autres? Et puis, est-ce que moi je peux en parler? Est-ce qu'il y a que toi qui en parles? Donc d'avoir ces conversations, de savoir comment est-ce qu'on va aborder le sujet. Est-ce qu'il y a des choses que l'enfant veut changer aussi? Hein, si on parle de l'identité de genre, par exemple, qu'on parle de non-binaire, la question des pronoms est quelque chose qui revient de plus en plus maintenant, une conversation qu'on entend de plus en plus puis qui est importante. Donc, pour ceux qui connaissent pas vraiment comment ça fonctionne, donc les pronoms, c'est la façon dont on parle d'une personne, hein. Donc si on parle de moi, ben, on va utiliser le pronom elle. On va dire, ben, que si elle est éducatrice. Il y a différents types de pronoms qui existent et donc on va demander à l'enfant, ben, est-ce que tu veux que je m'adresse à toi différemment? Parfois, on va aussi utiliser un prénom qui fonctionne mieux avec la façon dont on se sent. Donc l'enfant va dire: «Ben moi, tu sais, genre le prénom que tu m'as donné, ça fonctionne pas pour moi. J'ai envie que de me faire appeler comme ça, puis que tout le monde m'appelle de cette façon-là à partir de maintenant. Ou on utilise ces pronoms à partir de maintenant». Puis ça veut pas dire qu'on va pas faire d'erreur, mais de demander à l'enfant qu'est-ce qu'il y a besoin pour se sentir à l'aise à la maison. Et puis surtout aussi éviter de projeter trop des stéréotypes, hein. Par exemple, si l'enfant dit: «Beh, voilà, je suis une fille, puis je suis attirée par les filles», dire: «Ah ben non, ben écoute, c'est pas possible, tu es trop féminine pour être gay», hein, par exemple, ou d'avoir des idées que, maintenant notre enfant a dit que, ben, il était gay, alors il va faire que amener des garçons à la maison. Ben non, parce que de nouveau, on va explorer la sexualité, puis ça se peut qu'il explore la sexualité avec des personnes qui auront un genre différent. Hem et puis éviter aussi de dire, «Ah ben je le savais», voilà, ce genre de Mmh. choses. C'est-à-dire: «Ah ben j'ai toujours su, je le savais depuis que tu étais toute petite ou que tu étais tout petit que voilà, que tu allais me dire ça un jour». L'idée aussi de se dire: «Ah ben non, mais tu es trop jeune pour savoir». Non, c'est rien. C'est vrai que peut-être que de nouveau, c'est fluide la sexualité, il y a des choses qui vont changer, mais accepter ce qui a été dit et puis je dirais qu'il y a encore 2 points qui sont essentiels. Une des points qui est essentiel puis que j'en parle beaucoup, c'est bien sûr de rester en sécurité, savoir se protéger quand on parle de la sexualité. Parce que, bon, on sait que déjà, il y a pas dans toutes les écoles qu'il y a une bonne éducation à la sexualité, mais que souvent cette éducation à la sexualité, elle a tendance à pas passer beaucoup de temps sur comment se protéger pour avoir des rapports entre 2 personnes qui ont des parties génitales qui sont similaires. Et donc si on a d'éducation sexuelle qui parle que aux enfants hétérosexuels, ben tous les enfants qui ne se sentent pas concernés, ils vont arrêter d'écouter directement. Ouais. Et ça fait que je connais pas les chiffres en France, mais je les connais ici au Canada. C'est qu'en fait, on sait que les risques, les personnes qui ont des grossesses non désirées, il y a un gros pourcentage dans les enfants qui s'identifient pas comme hétérosexuels. Pourquoi? Parce que de nouveau, ça peut arriver que, ben, dans l'exploration de notre sexualité, on finisse par avoir un rapport sexuel avec une personne avec laquelle il y a un risque de grossesse, puis du coup, on n'a pas écouté, donc on ne sait pas comment se protéger. Donc de revoir aussi comment rester en sécurité, comment se protéger. Et la dernière chose importante, c'est qu'on sait que les enfants qui font partie de la communauté LGBTQI sont les plus à risque de harcèlement scolaire, de dépression. Donc continuer de l'amour, du soutien pour votre enfant, de savoir, beh, est-ce qu'il y a des problèmes de harcèlement à l'école? Est-ce qu'on peut en parler avec l'école directement? S'il y a une transition, heu, une transition avec les prénoms, avec les pronoms, avec la façon dont l'enfant va se présenter à l'école, d'avoir ces conversations à l'école pour que cette transition soit
la plus positive possible. Et c'est ça, pour revenir à ta question aussi, ben comment est-ce que je fais si moi j'ai de la difficulté avec ça? J'ai envie de dire, ben on va gérer ces difficultés de notre côté, plutôt que d'ajouter ces difficultés sur les épaules de notre enfant. Mmh. Je partagerais pas mal de ressources puis de choses qu'on peut faire là pour, s'informer en tant que parent, en tant que famille, pour accompagner son enfant au mieux et pour gérer ses propres sentiments, par rapport à cette révélation-là. Mmh. Super. Est-ce que tu veux nous les donner maintenant, du coup, les ressources que tu peux, avoir? Bien sûr. Alors comme je connaissais pas bien les ressources, en France, j'ai demandé à une amie de m'aider, donc j'ai fait l'appel à un ami avant. Donc j'ai une bonne série de ressources ici. Donc ce qu'elle m'a conseillé, c'est que, donc en France, si on habite dans une grande ville, c'est de demander au centre LGBTQI, ou les associations, locales, parce qu'il y a beaucoup de ces associations qui peuvent donner des conseils aux parents qui ont des lignes d'écoute. Sinon, c'est de demander au planning familial, en dehors des grandes villes. Il y a des lignes d'écoute aussi nationales avec des bénévoles qui peuvent donner des pistes où se trouvent les meilleures associations dans notre, dans notre ville ou dans notre localité. Et puis quand on parle des enfants qui veulent qui ou les adolescents, les adolescentes qui considèrent une transition, alors là, c'est une bonne idée de demander à des associations qui travaillent principalement avec les enfants trans, avant de contacter les médecins, parce que c'est vrai que si on va directement contacter les médecins, il y a parfois un risque aussi qu'on trouve sur des médecins qui sont pas forcément, comment dire? Sensibiliser à ça. Sensibilisés, exactement, sensibilisés ou pire, qui vont vraiment, faire que l'enfant se sent encore, moins accepté dans cette transition-là. Et c'est ça, je pense que d'aller trouver les associations, des communautés LGBTQI+, pour qui accompagnent les proches depuis longtemps, hein, de trouver ces informations-là autour de chez nous, dans notre localité. Super, bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces ressources. Alors on arrive à la fameuse question pour les auditeurs. Alors tu nous as donné plein, plein, plein de messages tout le long de l'épisode, mais est-ce que tu as un message que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Renseignez-vous le plus possible. Je pense que de continuer à apprendre, continuer à en apprendre tous les jours sur, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis éducatrice spécialisée en sexualité, j'en apprends tous les jours, même quand je me rends dans des écoles, j'entends des nouveaux mots quand je parle à des ados. Hem, donc continuez à vous renseigner, n'ayez pas d'assumption aussi sur la façon dont les personnes vont se comporter, ce dont les adolescents, les adolescentes vont avoir besoin. Gardez l'esprit ouvert, continuez à vous renseigner, continuez à lire, à regarder des il y a plein de films, il y a plein de d'émissions, il y a plein de ressources disponibles. Donc, entourez-vous de ça. Suivez des comptes sur les réseaux sociaux qui parlent de ça. Comme ça, c'est quelque chose avec lequel vous êtes en contact souvent parce qu'on a plus tendance à avoir des idées stéréotypées quand on n'est pas en contact avec cette réalité-là. Donc, mettez-vous le plus en contact possible, même si c'est pas la réalité de votre enfant. Mmh. C'est important pour chacune d'entre nous d'avoir accès à ces ressources puis de rester sensibilisé à ces questions-là. Mmh. Et je pense que ce que j'ai bien retenu en tout cas de cet épisode, c'est que, tu conseilles vraiment aux parents de garder cette communication en fait avec son ado, ce qui est, quand même hyper important déjà à l'adolescence et quel que soit le problème, mais encore plus, à ce moment-là et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'effectivement, même si c'est compliqué, peut-être pour nous, d'arriver à gérer et à assimiler cette nouvelle, c'est quand même important du coup de garder ce contact avec l'ado, de lui montrer qu'on est là pour lui, qu'on va essayer d'avancer ensemble et comme tu l'as proposé, c'était de travailler ça peut-être tout seul de notre côté en allant voir peut-être un psychologue ou peu importe quelqu'un qui peut nous accompagner, mais vraiment de pas faire porter ce poids-là à l'ado en plus de ce qu'il doit déjà peut-être, porter. Mais en tout cas, ouais, la communication, c'était un super élément en tout cas, que tu as mis en avant pendant, tout l'épisode. Et je dirais une dernière chose que je vais amener, parce que, beh, c'est comment accompagner un enfant qui a fait une révélation. Hem, Depuis l'enfance, essayer de mettre en place un environnement qui est, accueillant à une révélation aussi. Parce que, si un enfant sent qu'il y a toujours l'attente que si c'est un garçon qui ramène une petite copine à la maison, que la fille ramène un petit copain à la maison,
de toujours avoir cette assumption que, tous les garçons qui sont amis avec sa fille, sont potentiellement des petits copains et inversement. Toutes les idées comme ça qu'on met en place, qui est ce qu'on appelle un petit peu l'hétéronormativité, donc de normaliser le fait que d'office nos enfants sont hétérosexuels, ça peut empêcher que l'enfant se sente à l'aise de venir en parler. Donc, essayer de poser des questions les plus ouvertes possibles. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui tu as des sentiments? Est-ce que tu as des sentiments qui sont arrivés ou est-ce que tu as, est-ce que tu as des coups de cœur? Est-ce que tu as une âme sœur? Est-ce que voilà, on peut utiliser des mots qui sont un peu plus ouverts et un peu plus inclusifs. Génial, trop bon conseil. Du coup, dernière question pour finir. Est-ce que, tu es présente sur les réseaux? Alors moi, je sais que oui, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toutes les façons possibles et inimaginables de te contacter ou de suivre tes aventures? Complètement. Alors j'ai mon compte, Instagram et sur Facebook, donc c'est Yes Tess, donc Yes comme oui, Tess, famille, donc c'est mon compte francophone parce que j'ai pas mal de comptes anglophones aussi, mais vraiment le travail en français avec les familles, ça va être Yes Tess. Famille, j'ai mon site qui est yestes.ca parce que je suis basée au Canada. Vous pouvez me contacter directement par courriel à tess@yestes.ca et sur mon site internet, vous trouverez aussi j'ai un guide avec les 10 règles d'or pour, avoir une famille qui parle de sexualité sans tabou. Donc n'hésitez pas à aller télécharger ce guide, il est gratuit. C'est 10 petits conseils pour mettre en place ces conversations sur la sexualité et justement de pouvoir, développer un environnement familial qui est positif et accueillant, toutes les conversations qui ont à voir avec la sexualité. Génial, mais tellement bonne idée d'avoir proposé ce guide, ça va être super. Je pense qu'il va y avoir plein de téléchargements justement pour pouvoir les aider dans ce moment un peu familial. C'est la discussion que les parents, souvent, craignent un petit peu, donc c'est super. En tout cas, mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment ravie qu'on ait pu, aborder ce sujet, que nous ait donné autant d'informations. J'espère vraiment que ça pourra aider, en tout cas, les personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup à toi, Tess. Merci beaucoup Sarah de m'avoir invitée aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!